Le vent, inégal mais favorable, précipitait avec force ses rafales d'avril. Le forward fendait la mer rapidement et son hélice, rendue folle, n'opposait aucun obstacle à sa marche. Vers 3 heures, il croisa le bateau à vapeur qui fait le service entre Liverpool et l'île de Man et qui porte les 3 jambes de Sicile écartelées sur ses tambours. Le capitaine le héla de son bord, dernier adieu qu'il fut donné d'entendre à l'équipage du forward. À 5 heures, le pilote remettait à Richard Chandon le commandement du navire et regagnait son cotre qui, virant au plus près, disparut bientôt dans le sud-ouest. Vers le soir, le brig doubla le calfe du Man, à l'extrémité méridionale de l'île de ce nom. Pendant la nuit, la mer fut très houleuse. Le forward se comporta bien, laissa la pointe d'air par le nord-ouest et se dirigea vers le canal du Nord. Johnson avait raison. En mer, l'instinct maritime des matelots reprenait le dessus. À voir la bonté du bâtiment, ils oubliaient l'étrangeté de la situation. La vie du bord s'établit régulièrement. Le docteur aspirait avec ivresse le vent de la mer. Il se promenait vigoureusement dans les rafales et pour un savant, il avait le pied assez marin. « C'est une belle chose que la mer, dit-il à maître Johnson, en remontant sur le pont après le déjeuner. Je fais connaissance un peu plus tard avec elle, mais je me rattraperai. Vous avez raison, monsieur Clawbonny. Je donnerai tous les continents du monde pour un bout d'océan. On prétend que les marins se fatiguent vite de leur métier. Voilà 40 ans que je navigue et je m'y plais comme au premier jour. Quelle jouissance vraie de se sentir un bon navire sous les pieds. Et si j'en juge bien, le forward se conduit gaillardement. Vous jugez bien, docteur, répondit Chandon, qui rejoignit les 2 interlocuteurs. C'est un bon bâtiment, et j'avoue que jamais navire destiné à une navigation dans les glaces n'aurait été mieux pourvu et mieux équipé. Cela me rappelle qu'il y a 30 ans passés, le capitaine James Ross, allant chercher le passage du Nord-Ouest. « Montez la Victoire » dit vivement le docteur, brigue d'un tonnage à peu près égal au nôtre, également muni d'une machine à vapeur. « Comment, vous savez cela ?»« Jugez-en, repartit le docteur. Alors les machines étaient encore dans l'enfance de l'art, et celle de la Victoire lui causa plus d'un retard préjudiciable. Le capitaine James Ross, après l'avoir réparée vainement pièce par pièce, finit par la démonter et l'abandonna son premier hivernage. « Diable, fit Chandon, vous êtes au courant, je le vois. »« Que voulez-vous, reprit le docteur, à force de lire, j'ai lu les ouvrages de Paris, de Ross, de Franklin, les rapports de McClure, de Kennedy, de Kane, de McClintock, et il m'en est resté quelque chose. J'ajouterai que ce même McClintock, à bord du Fox, brick à hélice dans le genre du nôtre, est allé plus facilement et plus directement à son but que tous ses devanciers. « Cela est parfaitement vrai, répondit Chandon. C'est un hardi marin que ce McClintock. Je l'ai vu à l'œuvre. Vous pouvez ajouter que comme lui, nous nous trouverons dès le mois d'avril dans le détroit de Davis. Et si nous parvenons à franchir les glaces, notre voyage sera considérablement avancé. »« À moins, repartit le docteur, qu'il ne nous arrive comme au Fox en 1857, d'être pris dès la première année par les glaces du nord de la mer de Baffin et d'hiverner au milieu de la banquise. »« Il faut espérer que nous serons plus heureux, monsieur Chandon, répondit Johnson. Et si avec un bâtiment comme le Forward, on ne va pas là où l'on veut, il faut y renoncer à jamais. D'ailleurs, reprit le docteur, si le capitaine est à bord,
Il saura mieux que nous ce qu'il faudra faire, et d'autant plus que nous l'ignorons complètement, car sa lettre, singulièrement laconique, ne nous permet pas de deviner le but du voyage. C'est déjà beaucoup, répondit Chandon assez vivement, de connaître la route à suivre. Et maintenant, pendant un bon mois, j'imagine, nous pouvons nous passer de l'intervention surnaturelle de cet inconnu et de ses instructions. D'ailleurs, vous savez mon opinion sur son compte. Hé hé, fit le docteur, je croyais comme vous que cet homme vous laisserait le commandement du navire et ne viendrait jamais à bord. Mais, répliqua Chandon avec une certaine contrariété, mais depuis l'arrivée de sa seconde lettre, j'ai dû modifier mes idées à cet égard. Et pourquoi cela, docteur ? Parce que si cette lettre vous indique la route à suivre, elle ne vous fait pas connaître la destination du Forward. Or, il faut bien savoir où l'on va. Le moyen, je vous le demande, qu'une troisième lettre vous parvienne, puisque nous voilà en pleine mer. Sur les terres du Groenland, le service de la poste doit laisser à désirer. Voyez-vous, Chandon, j'imagine que ce gaillard-là nous attend dans quelque établissement danois, à Osteinborg ou Oppenewek. Il aurait été là compléter sa cargaison de peaux de phoque, acheter ses traîneaux et ses chiens, en un mot, réunir tout l'attirail que comporte un voyage dans les mers arctiques. Je serais donc peu surpris de le voir un beau matin sortir de sa cabine et commander la manœuvre de la façon la moins surnaturelle du monde. Possible, répondit Chandon d'un ton sec. Mais en attendant, le vent fraîchit, et il n'est pas prudent de risquer ses perroquets par un temps pareil. Chandon quitta le docteur et donna l'ordre de carguer les voiles hautes. Il y tient, dit le docteur au maître d'équipage. Oui, répondit ce dernier, et cela est fâcheux, car vous pourriez bien avoir raison, monsieur Clawbonny. Le samedi vers le soir, le Forward doubla le moule de Galloway, dont le phare fut relevé dans le nord-est. Pendant la nuit, on laissa le moule de Cantir au nord et à l'est le cap Fair sur la côte d'Irlande. Vers les 3 heures du matin, le brick, prolongeant l'île Ratlin sur sa hanche de tribord, débouqua par le canal du Nord dans l'océan. C'était le dimanche 8 avril. Les Anglais, et surtout les matelots, sont fort observateurs de ce jour. Aussi, la lecture de la Bible, dont le docteur se chargea volontiers, occupa une partie de la matinée. Le vent tournait alors à l'ouragan et tendait à rejeter le brick sur la côte d'Irlande. Les vagues furent très fortes, le roulis très dur. Si le docteur n'eut pas le mal de mer, c'est qu'il ne voulut pas l'avoir, car rien n'était plus facile. À midi, le cap Malin-Head disparaissait dans le sud. Ce fut la dernière terre d'Europe que ces hardis marins dussent apercevoir, et plus d'un la regarda longtemps, qui sans doute ne devait jamais la revoir. La latitude par observation était alors de 55 degrés 57 minutes et la longitude, d'après les chronomètres, 7 degrés 40 minutes, au méridien de Greenwich. L'ouragan se calma vers les 9 heures du soir. Le Forward, bon voilier, maintint sa route au nord-ouest. On put juger pendant cette journée de ses qualités marines. Suivant la remarque des connaisseurs de Liverpool, c'était avant tout un navire à voile. Pendant les jours suivants, le Forward gagna rapidement dans le nord-ouest. Le vent passa dans le sud et la mer fut prise d'une grosse houle. Le brick naviguait alors sous pleine voilure. Quelques pétrels et des puffins vinrent voltiger au-dessus de la dunette.
Le docteur tua fort adroitement l'un de ces derniers qui tomba heureusement à bord. Simpson, le harponneur, s'en empara et le rapporta à son propriétaire. « Un vilain gibier, monsieur Clawbonny, dit-il, qui fera un excellent repas, au contraire, mon ami. Quoi, vous allez manger cela ? Et vous en goûterez, mon brave, fit le docteur en riant. Pouah, répliqua Simpson, mais c'est huileux et rance comme tous les oiseaux de mer. Bon, répliqua le docteur, j'ai une manière à moi d'accommoder ce gibier-là. Et si vous le reconnaissez après pour un oiseau de mer, je consens à ne plus en tuer un seul de ma vie. Vous êtes donc cuisinier, monsieur Clawbonny ? Demanda Johnson. Un savant doit savoir un peu tout. Alors défie-toi, Simpson, répondit le maître d'équipage. Le docteur est un habile homme et il va nous faire prendre ce puffin pour une grouse du meilleur goût. Le fait est que le docteur eut complètement raison de son volatile. Il enleva habilement la graisse qui est située tout entière sous la peau, principalement sur les hanches, et avec elle disparut cette rancidité et cette odeur de poisson dont on a parfaitement raison de se plaindre dans un oiseau. Ainsi préparé, le puffin fut déclaré excellent et par Simpson lui-même. Pendant le dernier ouragan, Richard Chandon s'était rendu compte des qualités de son équipage. Il avait analysé ses hommes un à un, comme doit le faire tout commandant qui veut parer aux dangers de l'avenir. Il savait sur quoi compter. James Wall, officier tout dévoué à Richard, comprenait bien, exécutait bien, mais il pouvait manquer d'initiative. Au 3e rang, il se trouvait à sa place. Johnson, rompu aux luttes de la mer et vieux routier de l'océan Arctique, n'avait rien à apprendre en fait de sang-froid et d'audace. Simpson, le harponneur, et Bell, le charpentier, étaient des hommes sûrs, esclaves du devoir et de la discipline. L'Icemaster Fokker, marin d'expérience, élevé à l'école de Johnson, devait rendre d'importants services. Des autres matelots, Gary et Bolton, semblaient être les meilleurs. Bolton une sorte de loustic, gai et causeur. Gary, un garçon de 35 ans, à figure énergique mais un peu pâle et triste. Les 3 matelots Clifton, Gripper et Penn semblaient moins ardents et moins résolus. Ils murmuraient volontiers. Gripper même avait voulu rompre son engagement au départ du Forward. Une sorte de honte le retint à bord. Si les choses marchaient bien, s'il n'y avait ni trop de dangers à courir, ni trop de manœuvres à exécuter, on pourrait compter sur ces 3 hommes. Mais il leur fallait une nourriture substantielle, car on peut dire qu'ils avaient le cœur au ventre. Quoique prévenus, ils s'accommodaient assez mal d'être teetotalers, et à l'heure du repas, ils regrettaient le brandy ou le gin. Ils se rattrapaient cependant sur le café et le thé, distribués à bord avec une certaine prodigalité. Quant aux 2 ingénieurs, Brunton et Plover, et au chauffeur Warren, ils s'étaient contentés jusqu'ici de se croiser les bras. Chandon savait donc à quoi s'en tenir sur le compte de chacun. Le 14 avril, le Forward vint à couper le grand courant du Gulf Stream, qui, après avoir remonté le long de la côte orientale de l'Amérique jusqu'au banc de Terre-Neuve, s'incline vers le nord-est et prolonge les rivages de la Norvège. On se trouvait alors, par 51 degrés 37 minutes de latitude et 22 degrés 58 minutes de longitude, à 200 milles de la pointe du Groenland. Le temps se refroidit. Le thermomètre descendit à 32 degrés, 0 degré centigrade, c'est-à-dire au point de congélation. Le docteur, sans prendre encore le vêtement des hivers arctiques, avait revêtu son costume de mer
à l'instar des matelots et des officiers. Il faisait plaisir à voir, avec ses hautes bottes, dans lesquelles il descendait tout d'un bloc, son vaste chapeau de toile huilée, un pantalon et une jaquette de même étoffe. Par les fortes pluies et les larges vagues que le brick embarquait, le docteur ressemblait à une sorte d'animal marin, comparaison qui ne laissait pas d'exciter sa fierté. Pendant 2 jours, la mer fut extrêmement mauvaise. Le vent tourna vers le nord-ouest et retarda la marche du Forward. Du 14 au 16 avril, la houle demeura très forte, mais le lundi, il survint une violente averse qui eut pour résultat de calmer la mer presque immédiatement. Chandon fit remarquer cette particularité au docteur. « Eh bien, répondit ce dernier, cela confirme les curieuses observations du baleinier Scoresby, qui fit partie de la Société royale d'Édimbourg, dont j'ai l'honneur d'être membre correspondant. Vous voyez que pendant la pluie, les vagues sont peu sensibles, même sous l'influence d'un vent violent. Au contraire, avec un temps sec, la mer serait plus agitée par une brise moins forte. Mais comment explique-t-on ce phénomène, docteur ? C'est bien simple, on ne l'explique pas. En ce moment, l'Ice Master, qui faisait son quart dans les barres de perroquet, signala une masse flottante par tribord à une quinzaine de milles sous le vent. « Une montagne de glace dans ces parages !» s'écria le docteur. Chandon braqua sa lunette dans la direction indiquée et confirma l'annonce du pilote. « Voilà qui est curieux, dit le docteur. »« Cela vous étonne, fit le commandant en riant. Comment ? Nous serions assez heureux pour trouver quelque chose qui vous étonnât. »« Cela m'étonne sans m'étonner, répondit en souriant le docteur, puisque le brick Anne de Poole de Greenspond fut pris en 1813 dans de véritables champs de glace par le 44e degré de latitude nord et que Diamond, son capitaine, les compta par centaines. « Bon, fit Chandon, vous avez encore à nous en apprendre là-dessus. »« Oh, peu de choses, répondit modestement l'aimable Clawbonny, si ce n'est que l'on a trouvé des glaces sous des latitudes encore plus basses. Cela, vous ne me l'apprenez pas, mon cher docteur, car, étant mousse à bord du sloop de guerre de Fly, en 1818, continua le docteur, à la fin de mars, comme qui dirait avril, vous avez passé entre 2 grandes îles de glace flottante, par le 42e degré de latitude. « Ah, c'est trop fort !» s'écria Chandon. « Mais c'est vrai, je n'ai donc pas lieu de m'étonner, puisque nous sommes 2 degrés plus au nord de rencontrer une montagne flottante par le travers du Forward. »« Vous êtes un puits, docteur, » répondit le commandant, « et avec vous, il n'y a qu'à tirer le seau. Bon, je tarirai plus vite que vous ne le pensez. Et maintenant, si nous pouvons observer de près ce curieux phénomène, Chandon, je serai le plus heureux des docteurs. »« Justement, Johnson, fit Chandon en appelant son maître d'équipage. La brise, il me semble, a une tendance à fraîchir. »« Oui, commandant, répondit Johnson, nous gagnons peu et les courants du détroit de Davis vont bientôt se faire sentir. »« Vous avez raison, Johnson. Et si nous voulons être le 20 avril en vue du Cap Farewell, il faut marcher à la vapeur. Ou bien nous serons jetés sur les côtes du Labrador. Monsieur Wall, veuillez donner l'ordre d'allumer les fourneaux. » Les ordres du commandant furent exécutés. 1 heure après, la vapeur avait acquis une pression suffisante. Les voiles furent serrées et l'hélice, tordant les flots sous ses branches, poussa violemment le Forward contre le vent du nord-ouest.